Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une sorte d'exercice sur table où nous allons nous mettre à la place des pilotes de F-16 ukrainiens et nous venons de recevoir une consigne éminemment politique de notre président et cette consigne est la suivante. Pour des raisons politiques / médiatiques, l'Ukraine a besoin de pouvoir montrer au monde qu'un F-16 a réussi à abattre à minima un Sukhoi sans perte. Ça serait donc un objectif très précis. Les moyens mis à notre disposition vont être de plusieurs F-16 avec de l'armement RR, AIM-9, AIM-120, donc missiles longue portée, mais la version numéro B, car à l'heure actuelle, nos alliés refusent de risquer une version plus avancée, car elle pourrait peut-être tomber entre des mains adverses. Et nous allons devoir réfléchir à un plan d'action qu'il faudra proposer aux politiques, à la chaîne de commandement, et voir si c'est réaliste ou pas. Si ça vous intéresse, on attaque juste après la présentation de notre partenaire du jour. Un partenaire qui n'est autre qu'un commis qui veut éviter que vos données personnelles ne soient revendues sur Internet. Et maintenant, un commis vous propose d'inclure dans vos demandes de suppression d'informations en ligne les profils liés à plusieurs adresses email, à plusieurs numéros de téléphone ou à plusieurs de vos adresses postales. Ça peut être 3 à chaque fois. Ce qui vous permettra d'être moins harcelé par des démarcheurs et de mieux contrôler vos données personnelles. Vous avez le lien juste en dessous, vous pouvez avoir 60% de réduction sur l'abonnement avec le code ATCHUE, plutôt facile à retenir normalement. Grâce à un commis, vous allez réduire de manière exponentielle votre risque d'avoir une usurpation d'identité, de recevoir des courriers indésirables, de perdre tout simplement le contrôle sur vos données personnelles, ce qui n'est clairement pas une situation d'avenir. Car en janvier 2024, les statistiques, c'était que 2 milliards de registres avaient fait l'objet de fuites de données. Et ça, juste dans les pays européens. Donc avec un commis, en 3 étapes, vraiment on règle le problème. Numéro 1, vous créez un compte. Le lien juste en dessous. Numéro 2, vous leur accordez à un commis le pouvoir de se battre pour vous, de vous représenter. Et ils vont contacter les courtiers de données pour faire retirer vos informations personnelles. Et comme ça, vous sortez du marché. Et numéro 3, vous pouvez reculer la chaise et puis aller regarder la cérémonie des jeux. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on vit en 2024 dans un monde où des escrocs utilisent vos données personnelles avec de l'IA, essayent d'imiter votre voix et vont se faire passer auprès de vos proches pour vous afin de récupérer de l'argent en faisant croire par exemple que vous êtes en prison ou bloqué à l'autre bout du monde. Avec un commis, on va retirer du marché vos informations financières, vos renseignements médicaux, votre date de naissance, même des affiliations politiques, votre nom, votre prénom, votre sexe, des informations sur l'adresse IP. Bref, ça va réduire votre risque de vous attirer des soucis en étant en ligne. Allez, juste en dessous, 60% de réduction, le code ATCHUE, jingle, et derrière, on attaque dans le dur. Forcément, notre objectif va être de réussir à mettre toutes les chances de notre côté. Ce que vous voulez en tant que pilote, c'est pas de faire un affrontement, un duel face à face, c'est d'amener l'adversaire dans une embuscade afin de mettre toutes les chances de votre côté. Donc on regarde un petit peu l'histoire et on se rend compte qu'il y a un petit passif en mer Noire entre les alliés de l'Ukraine et les Russes et qu'il y a peut-être moyen de proposer un plan d'action qui fasse plaisir à tout le monde. Rappelez-vous, quand un Sukhoi avait détruit un drone américain, et c'est de notoriété publique, il y a une multitude d'aéronefs de pays de l'OTAN qui sont au large de la Crimée. Il y a donc ce qu'on appelle un pattern of life, une habitude de la part des Russes de voir opérer à quelques dizaines de kilomètres de la Crimée des aéronefs habités ou non occidentaux. Il y avait d'ailleurs eu, il y a quelques années maintenant, un tir apparent entre un Sukhoi et un avion britannique. Le tir n'avait pas fait but, mais derrière, les Britanniques avaient décidé de faire accompagner leurs avions de renseignement par des chasseurs, ce qui avait un énorme coût d'un point de vue logistique, car pour accompagner un avion comme ça, avec des chasseurs, il faut des tankers. Ce qui nous donnait des trajectoires flight radar. Vous voyez ici la Crimée. Vous avez le River Joint, le RC-135 à 10 km d'altitude qui va essayer de localiser les systèmes solaires, la guerre électronique, tout ce qui se passe sur la Crimée. Il va être accompagné par des avions de chasse de la Royal Air Force
qui sont légèrement en trail, comme on dit, légèrement derrière. Radar allumé, car il ne se cache pas, et c'est clairement pour montrer aux Russes, regardez, c'est nous, on passe, c'est légal. Les Américains font également de même. Vous vous retrouvez, alors ça c'était à l'époque avec du P3 Orion, mais ça s'est toujours fait avec des avions de patrouille maritime, des avions de renseignement et forcément du drone. Cette haute image nous montre bien également la Crimée ici du RC-135, du P-8 Poséidon et puis du drone qui se balade ici. Encore une fois, vous êtes dans les eaux internationales, c'est légal jusqu'à 12 nautiques des côtes, ce qui est très proche, une vingtaine de kilomètres. Alors, il est important de regarder la carte pour bien comprendre. L'Ukraine est ici, nous allons nous retrouver avec nos F-16, pourquoi pas basés dans ce coin-là. Ici, vous avez des atouts de l'OTAN, notamment une base ici et même des systèmes solaires français. La Turquie, membre de l'OTAN, je vous rappelle là, et la Russie ici. Donc notre objectif, ça va être de réussir à faire ça par beau temps pour pouvoir avoir des images et pourquoi pas attirer les Russes en mer, au large, en mer Noire, dans un cycle auquel ils sont habitués, à savoir intercepter des avions de l'OTAN, intercepter des drones de l'OTAN et leur réserver une petite surprise qu'ils n'ont pas forcément vu venir. Cette petite surprise, elle a été très médiatisée, forcément ça va être les F-16 que nous allons pouvoir utiliser pour cette mission, avec l'armement dont nous parlions, avec l'AIM-9 s'il doit y avoir combat courte portée, mais notre objectif va plutôt être d'utiliser l'AIM-120 qui est tir et oubli, mais surtout qui a une portée d'engagement qui est plus forte. Maintenant, notre objectif ne va pas être d'attendre la limite longue avant d'engager, ça va être d'attendre que l'adversaire se rapproche pour pouvoir ouvrir le feu avec plusieurs missiles d'un coup, à une distance où même si l'adversaire manœuvre, il va avoir beaucoup de mal à faire tracher, comme on dit, à faire defeater, à faire perdre l'accrochage à plusieurs missiles lancés contre lui. Alors notre plan d'action va nécessiter la coopération de moyens internationaux. Donc il va falloir que l'on arrive à convaincre les Américains de risquer en fait un de leurs drones, que ce soit ce type de drone qui serait parfait pour venir nous aider à cacher un F-16. Donc avec un drone comme ça, on l'envoie très proche, il va titiller un petit peu les Russes, on espère faire décoller la chasse adverse, mais on cache un F-16 qui attend gentiment et qui est en liaison radio avec un AWACS, avec un avion radar. L'avion français radar va d'ailleurs des fois en mer Rouge, qui va pouvoir lui donner ce qu'on appelle la picture. Tiens, un Russe a décollé, est en rapprochement, il est dans le temps pour temps, et vous, vous attendez, radar éteint, vous n'émettez rien du tout et vous restez collé au drone, un petit peu comme dans les Chevaliers du Ciel. À partir de là, il va falloir être patient, et une fois que le Sukhoi en rapprochement rentre à une distance assez proche, on parle de quelques dizaines de kilomètres grand maximum, assez proche, pouf, vous sortez, si je puis dire, de votre cachette, vous allumez votre radar et vous ouvrez le feu, et là vous n'en tirez pas un, vous en tirez minimum deux pour augmenter vos chances de faire but. Vous les accompagnez un tout petit peu et dans la foulée, vous partez et vous attendez le résultat. Et on voit ce qui se passe. On a tenté, on voit ce que ça donne. Avec un drone lent, ça serait beaucoup plus compliqué car vous n'allez pas pouvoir vous cacher avec, vous sustenter avec, surtout à moyenne ou haute altitude. Votre chasseur sera trop lent. Donc on pourrait envoyer un drone pour attirer peut-être les Russes. Et dans ce cas-là, eh bien vous allez rester plus en arrière, collé, pourquoi pas, du côté d'un RC-135, d'un P-3 ou d'un avion de ravitaillement de l'OTAN, protégé par des chasseurs de l'OTAN. Et c'est là où ça devient très compliqué pour les Russes. Car imaginez, juste 2 secondes, un RC-135 protégé par des F-16 de l'OTAN avec un F-16 ukrainien caché dans le dispositif qui sortirait que pour ouvrir le feu. Là, vous allez me dire, c'est pas très cool, mais c'est un plan d'action qu'on pourrait proposer aux politiques. Le risque, c'est quoi? C'est que derrière, il y ait montée de ton face à l'OTAN, mais faut être franc, ça ne nous emmènerait pas vers la Troisième Guerre mondiale du tout. Surtout qu'il serait très dur pour les Russes de prouver quoi que ce soit, puisque leur avion aurait été détruit. Alors rentrons un petit peu plus dans la précision. Le plan qu'on va évoquer, c'est un petit peu le plan parfait qui fonctionne qu'en temps de crise, qui ne fonctionne pas dans un cas de guerre totale. Ce genre de piège ne peut pas du tout fonctionner en cas de guerre totale. Ça va fonctionner parce que le Russe, peut-être qu'il va décoller du nord de Sébastopol, va se rendre vers notre drone ou vers notre piège, mais sachant que c'est un avion de l'OTAN, n'est pas en guerre directe contre l'OTAN, donc il ne va pas du tout chercher à l'engager ou à le détruire initialement. Il va venir pour ce qu'on appelle une VID, une identification visuelle, ou comme on a pu le voir
ces derniers temps, eh bien pour une interception musclée ou pour le renifler, pour essayer de le repousser. À partir de là, s'il y a une embuscade qui l'attend, c'est exactement comme une embuscade vers une patrouille de police. Vous êtes arrêté au bord de la route, vous êtes peut-être gênant en termes de stationnement, les gendarmes ou les policiers municipaux vont venir, ils vont venir vous voir, vous faire baisser la fenêtre, taper gentiment à la fenêtre, et là en fait quand vous baissez la fenêtre, vous avez un fusil à pompe et vous leur mettez le premier coup. Alors vous allez avoir une victoire initialement. Après, derrière, il y a de grandes chances que les renforts débarquent et si vous n'êtes pas parti de la zone, ça pourrait assez mal se passer. Donc, toute la tactique réside dans la surprise stratégique face à un adversaire qui se croit dans un temps classique, dans une énième interception de drone. Et en fait, vous l'attendez, c'est un guet-apens. Alors, vous allez me dire, c'est pas très classieux. Je l'admets, mais l'étape finale recherchée est de pouvoir avoir une victoire sur un Sukhoi 27 pour après, derrière, pouvoir faire énormément de communication et atteindre les objectifs voulus par le politique. Et c'est comme ça que le militaire fonctionne, et vous aurez bien compris également qu'on peut facilement faire des parallèles avec d'autres types d'opérations, parfois plus en profondeur en territoire ennemi. Allez, on résume un petit peu notre plan d'action. Je vous rappelle que un raisonnement OTAN, et c'est de la source ouverte, on en parle d'ailleurs dans Au-delà du cockpit, c'est la règle des 4 T, même des 5 T si vous voulez être précis, avec la timeline en premier, quelle est notre temporalité, et ensuite, quel est le task, quel est notre objectif et l'état final recherché. L'objectif va être d'abattre un Sukhoi 27, de pouvoir le prouver au monde et de ne pas avoir de perte avec notre F-16. Ensuite, target, eh bien, notre objectif, ça va être un Sukhoi 27 ou un Sukhoi 30 ou 33 ou ce qui nous envoie 35 qui viendra de Crimée ou en tout cas qui viendra du côté russe. On va étudier un petit peu ses capacités d'engagement. Ensuite, la menace. Eh bien, la menace, qu'est-ce que l'on a comme menace ? On va pouvoir se rapprocher, mais peut-être qu'il y a des systèmes solaires. Donc, une fois que l'ouverture du feu aura eu lieu, il faudra vite partir. Sinon, un S-400, un S-300 pour essayer de nous engager, même si on s'attend à ce qu'il y ait un petit délai du fait de la communication et qu'ils se rendent compte qu'en fait, eh bien, on est un avion ukrainien. Et après, derrière, eh bien, on définit donc la tactique. Et une fois que c'est fait, donc on propose cette idée de manœuvre aux politiques. Si c'est validé, derrière, on part en briefing de mission. Le briefing de mission où on va regarder dans le détail précisément comment on va réaliser notre mission. Et là, les gros points sont des points de coordination très importants avec des atouts qui sont de l'OTAN, qui ne sont pas de chez nous. Ensuite, on va avoir un gros souci en termes de fuel, de kérosène. Si je devais faire ce genre de mission, j'essaierais même de négocier s'il ne peut pas y avoir un tanker de l'OTAN. Pour une fois que j'ai décollé d'Odessa, venir reprendre un peu de pétrole au large de la Roumanie et après commencer mon ingress, venir avec le drone ou venir avec le RC-135 ou venir avec les avions de l'OTAN me rapprocher, mais en ayant fait le plein, parce que si je commence déjà avec les réservoirs un tiers vide, c'est dommage. Et vous allez me dire, ah bah oui, mais pourquoi t'embêter à T ? Même pas besoin d'allumer ton radar quand tu ouvres le feu, tu as la liaison 16. Et là, je vous réponds, ah oui, peut-être, on ne sait pas, ça n'a pas été communiqué en source ouverte, cette fameuse liaison qui permet à un avion de l'OTAN, peut-être à notre F-16 qui est là, d'avoir des informations grâce à l'avion radar, un E3 généralement, beaucoup plus loin. Sauf que la L16, c'est pas magique, il faut que ça fonctionne, il faut que j'ai eu les bonnes clés, il faut surtout que j'arrive à me connecter au réseau L16 et ce n'est pas si facile que ça. Je vais vous le dire clairement, on n'a pas un taux de succès à la connexion à la S16 de 100% et dans le cas des Ukrainiens, je pense que ça va pas quand même être simple. Donc j'essaye de réfléchir à un plan qui est simple, même si vous allez me dire, c'est pas si simple que ça. Je veux faire, suivant cet acronyme qui est KISS, Keep it simple and stupid, on peut le dire sans le and, mais au moins il n'y a pas de doute comme ça, qui est un acronyme très présent dans l'US Navy, très présent dans l'aéronautique, il faut faire simple. Et si mon plan peut fonctionner sans liaison 16, sans avoir besoin de demander la liaison 16, et sans même qu'après les Russes puissent dire « vous avez ouvert le feu grâce à une désignation de l'Occident », et bien là je fais « non, c'est 100% autonome ». J'ai décollé, j'ai vu un drone, je me suis caché derrière, j'avais zéro coopération avec, j'ai vu arriver un Sukhoi parce que j'ai des super yeux, j'ai détecté à vue, je me suis dit cible d'opportunité, je suis dans des eaux internationales, j'ai le droit, bon chasseur, je tire, derrière je ramène mes cassettes, je montre tout ça au monde et grosse victoire de la communication par rapport à l'arrivée du F-16 pour mon pays, pour l'Ukraine, dans le cas là qu'on est en train de dérouler. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être me dire, et ces fameuses liaisons, ça marche pas tout le temps, il faut essayer de faire le plus simple possible, et vous l'aurez compris déjà, en soi c'est pas simple. Maintenant d'un point de vue entraînement, est-ce que c'est compliqué?
Pas tant que ça. Par contre, point très important, comme on l'a dit, ça va marcher une fois avec l'effet de surprise. Si derrière, nous n'arrivons pas à atteindre notre objectif, à abattre l'adversaire, il ne faut pas prendre les autres pour des imbéciles. Et en plus, ça risque d'imposer aux aéronefs de l'OTAN de se reculer un petit peu quelque temps, ou en tout cas de faire très attention. Vous avez un risque non négligeable derrière d'escalade ou d'incident quand même en mer Noire. Donc c'est un point à prendre en compte, point qui peut d'ailleurs amener les Occidentaux à dire non, nous on ne participe pas, ou non, on ne fait pas, ou même des décideurs ukrainiens à dire en fait on va faire ton plan, on sait qu'ils envoient des avions, on va rien leur dire, et puis on va se cacher derrière, tu n'auras pas ton tanker, tu n'auras pas les infos avec l'avion radar, mais c'est pas grave, tu feras à vue. Et j'ai envie de vous dire, à vue, ça peut fonctionner aussi. Tu attends, et grâce à ta guerre électronique, grâce à tes capteurs sur le F-16, tu restes passif et tu attends. Et donc ça serait, si je peux vous dire, notre backup plan, notre plan backup, si notre décideur ukrainien dit « moi je veux aucune implication des Occidentaux, pas de souci, je fais mon truc, je fais tout pareil, je décolle, je me trouve un drone. » Alors il faut savoir quand le drone arrive ou quand un R-135 arrive, j'arrive, je l'intercepte, je me mets derrière, j'attends. Avec un peu de chance, on peut faire ça plusieurs jours d'affilée. Pouf, je vois un Sukhoi qui arrive. S'il arrive haut, je le vois au traîner. Je le vois dans tous les cas dès qu'il allume son radar grâce à la guerre électronique. Là, j'arrive à plus ou moins estimer sa distance grâce à la guerre électronique. Au moment, et là je vais vous expliquer un tout petit peu, au niveau des distances, vous avez votre avion qui est là, vous avez l'adversaire qui est là. En fait, si vous êtes tous les deux, par exemple, on va dire au niveau 300, Mach 0,8 et que lui se rapproche à Mach 0,9, vous avez une distance très très loin qui est ce qu'on appelle la max range, qu'on vous vend dans les PPT et ce que certains experts ont du mal à comprendre. C'est je vais pouvoir tirer, si j'ai de la chance, que l'adversaire, lui, continue, ne bouge pas d'un iota. Oui, théoriquement, peut-être à 100 km, je vais pouvoir l'atteindre. Mais dans la vraie vie, les gens manœuvrent et dès que vous manœuvrez, votre missile perd de l'énergie et il ne va plus au but. Donc en fait, plutôt que d'attendre, par exemple, on va dire 100 km pour tirer, je vais plutôt attendre 30 km, ce qui se fait que j'attends qu'il soit plus ou moins à 35-40 km, pouf, je manœuvre, j'allume mon radar, je l'accroche, j'envoie mon missile. Lui, même s'il s'en rend compte et qu'il est bon et qu'il fait tout de suite demi-tour de manière très agressive, si j'en mets deux, il y a de grandes chances qu'il meure. C'est ce qu'on appelle la No Escape Zone. Encore une fois, j'en mets deux parce que je ne fais pas confiance assez au missile pour en mettre qu'un seul. Donc en définitive, est-ce qu'il serait possible d'amener un Sukhoi dans un piège et de permettre à l'Ukraine comme ça de mettre en avant une grande victoire de la communication face au Sukhoi? Absolument, en profitant du tendon d'Achille de toutes les armées modernes, à savoir les règles d'engagement, face à un avion qui ne se sait pas face à un adversaire qui est caché, qui est en embuscade, qui croit qu'il fait une interception classique, qui tombe sur une menace non attendue. L'effet de surprise, si bien exploité, va vous permettre d'avoir un taux de réussite sur ce genre de mission de 95%. La grosse difficulté, c'est est-ce que les Russes vont envoyer un Sukhoi? Et c'est là où il faut avoir du renseignement, réussir à savoir dans quelles conditions ils feraient décoller la chasse adverse et probablement faire ce type de mission plusieurs fois. Et la difficulté initiale serait de ne pas se faire détecter en allant rejoindre le RC ou le drone. Et là, ça vous force en fait à voler à basse altitude et après monter d'un coup dessus, ce qui va vous coûter du pétrole. Il faudra donc avoir un F-16 avec le maximum de pétrole, tous les bidons, mais ça, nous savons que les Ukrainiens en ont. Donc vous avez été nombreux à me demander de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans l'armée, nous réfléchissons énormément en blue cell, red cell, c'est-à-dire qu'est-ce que je ferais comme tactique si on me donnait les moyens des Russes? Qu'est-ce que je ferais comme tactique si on me donnait mes moyens nationaux? Qu'est-ce que je ferais comme tactique si on me donnait la moitié des moyens nationaux? Et c'est dans la philosophie occidentale de développer des militaires qui ont cette capacité de prise de décision, de réflexion et de proposition des plans. En fait, un chef de patrouille dans l'aviation de chasse occidentale, c'est un chef de projet qui va essayer, au vu des moyens qui lui sont alloués, au vu des conditions, au vu de l'état final recherché, qui va proposer aux décideurs différents plans d'action et qui après, pendant la mission, restera parfaitement aligné à cet état final recherché et essaiera de l'idée toute son équipe pour que ça se passe bien, tout en respectant un autre point important, le niveau de risque autorisé par le décideur. Car si vous me dites on accepte de perdre un F-16 pour faire cette mission, ou si vous me dites il n'y a aucune acceptation possible de perte,
je ne vais pas gérer ma tactique, je ne vais pas laisser le Sukhoi approcher la même distance avant d'ouvrir le feu. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur les réflexions et sur ce qui est possible de faire. Encore une fois, c'est du one shot, ça marche une fois, et je vous laisse avec cette magnifique citation de la Cité de la Peur. Allez, fly safe. Mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Oui, non, on ne peut pas tromper 1000 fois. Ok, on va Rémi. 1000 personnes.